Donc, on va reprendre notre cours concernant la technologie XML. Donc, je rappelle que jusqu'à présent, nous avons vu les concepts de base de la technologie XML. Principalement, d'abord, je rappelle que XML, c'est une technologie qui a été créée principalement c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Ça, on en a beaucoup parlé. Et que XML, la technologie XML, elle est basée sur le principe de la séparation des données, la structure des données et la mise en forme. Alors, nous avons vu ce que c'est un document XML bien formé et les règles de base, notamment d'un document XML bien formé, à savoir les 4 règles, c'est que un document XML doit avoir une racine, tous les éléments doivent être fermés, la valeur des attributs entre double quotes et puis il faut respecter l'imbrication, c'est les 4 règles de base. Et que nous rappelons également qu'un document XML c'est une base de données, une sorte de base de données, mais qui est basée sur le modèle hiérarchique. Donc c'est une base, en fait un document XML c'est un arbre de données, donc c'est une base de données qui est hiérarchique. Et que, en fait, pour déclarer la structure, si vous voulez, nous avons aussi parlé d'un document XML valide. Et un document XML valide, c'est un document qui possède une structure qui est déclarée dans un contrat. Et justement, pour déclarer la structure d'un document XML, nous avons vu il y a 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser DTD, c'est Document Type Definition, donc un concept qu'on avait hérité de la technologie SGML ancienne, avec des limites. La dernière fois, donc, j'avais parlé des limites de DTD. Et puis, donc, il y a bien sûr les schémas XML. Donc, c'est le cours que nous avons fait la semaine dernière. Donc, nous avons vu comment, avec les schémas XML, comment est-ce qu'on peut déclarer aussi la structure d'un document XML. Donc c'est pas compliqué, nous avons vu le principe de base et puis donc les feuilles de style. Donc pour déclarer les feuilles de style, c'est-à-dire pour tout ce qui est la mise en forme, nous avons parlé de XSL et XML Style Sheet et surtout nous avons eu l'occasion de parler de XPath, donc XPath qui est le langage que les parseurs XML plutôt qu'on utilise pour interroger les parseurs XML. Donc avec XPath, on peut rechercher facilement des informations dans un arbre XML à l'image de ce que vous faites avec SQL dans les bases de données relationnelles. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit peu, on va dire un petit flashback. Alors si vous avez déjà suivi le cours depuis le début, donc je pense que les choses devraient être plus claires avec les enregistrements que vous avez dans le Classroom. Alors, si vous n'avez pas suivi les cours et que vous venez d'intégrer, par exemple, le cours, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, tous ces concepts que je viens de raconter, à chaque fois, on va les reprendre dans des exercices, des exemples d'application. Et le dernier exemple d'application que j'avais donné la dernière fois, c'était un exemple d'une compétition de football. Donc, ça, on va y revenir sur cet exemple-là qui peut être très intéressant pour apprendre bien sûr tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors en tout cas ce matin donc on va le consacrer pour terminer en fait la partie concernant les concepts de base de XML et on va commencer à s'intéresser aux applications de XML. En fait la technologie XML c'est ce que je viens de dire mais les applications ils sont nombreuses et parmi donc les applications de XML il y a ce qu'on appelle SVG. SVG, c'est Scalable Vector Graphics. C'est une technologie qui est très utilisée, qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, et pourtant vous l'utilisez, et elle est présente dans pas mal d'applications. Et donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut, avec la technologie XML, est-ce qu'on peut dessiner des graphiques vectoriels. Donc comment représenter vectoriellement en fait des entités, comment créer des graphiques vectoriels, comment les animer, comment créer des animations interactives.
Alors, pour vous parler de SVG, je voudrais d'abord m'arrêter sur d'abord un petit peu sur l'image. Alors, il faut juste savoir que dans le domaine de l'imagerie, bon, les gens qui font généralement l'infographie et design, ça, ils connaissent très bien ça. C'est que dans les images, quand vous avez les images, il y a en fait, on va dire qu'il y a les images numériques. Il y a deux types d'images. Et ce qu'on appelle les images bitmap. Et les images vectorielles. Alors ça, c'est une culture générale, donc tout le monde devrait connaître ça, et particulièrement les gens qui s'intéressent au domaine du multimédia, du média de manière générale. Donc les images bitmap, c'est quoi? En fait, les images bitmap, c'est des images qui sont définies par un ensemble de pixels. C'est-à-dire quand vous prenez une image, par exemple JPEG, une photo que vous prenez avec votre smartphone, bien sûr, cette photo que vous prenez avec votre smartphone, par exemple, votre téléphone, et il est enregistré dans l'un des formats que vous connaissez. Parmi les formats les plus courants, vous avez le JPEG et le PNG, n'est-ce pas? C'est des images. Hein. Alors, toutes ces images-là, c'est des images bitmap qui sont définies par un ensemble de pixels. C'est-à-dire que si vous regardez une image bitmap, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, une image bitmap telle qu'elle est enregistrée dans votre ordinateur, dans la mémoire, c'est tout simplement une matrice. C'est une grille de pixels. Alors, donc c'est un ensemble de pixels. Bon, un pixel, c'est un point. Et chaque point possède une couleur. C'est-à-dire, si vous voulez définir une image, vous pouvez dire que c'est un ensemble de points et chaque point possède une couleur. Alors, quand on définit une image par des pixels, c'est ce qu'on appelle les images bitmap. Et en fait, les images bitmap, ils sont définis par des pixels. Et donc, la qualité de l'image, c'est-à-dire, est définie par des caractéristiques, notamment il y a la largeur. Généralement, quand on a une image, on a besoin de connaître la largeur et la hauteur. Alors, ça veut dire que, par exemple, si vous avez une image si vous avez une image bitmap avec une largeur de, par exemple, 640 et pour une hauteur de 480, par exemple. Alors, il y a combien de pixels dans cette image? Vous avez une image avec une dimension 640 pixels fois 480. Ben, le nombre de pixels égal à quoi? C'est 640 fois 480. OK? Alors, c'est-à-dire, si vous voulez savoir le nombre de pixels qu'il y a dans votre image, c'est 640 fois 480. Alors, si vous avez, par exemple, vous dites, j'ai un appareil photo qui permet de photographier avec une résolution. Alors, vous voyez donc le nombre de pixels qu'il y a dans l'image, c'est ce qu'on appelle la résolution. En fait, la résolution d'une image bitmap définit le nombre de pixels, le nombre de points qu'il y a dans l'image. Si vous dites, par exemple, alors, si vous dites, par exemple, j'ai une image, un appareil photo qui permet de prendre des photos avec 1 mégapixel. Vous entendez beaucoup ça, 1 mégapixel, 1 mégapixel, ou bien 5 mégapixels. J'ai mon appareil de mon téléphone, et là, il peut prendre des photos jusqu'à 5 mégapixels. Ça veut dire quoi 5 mégapixels?
5 mégapixels, ça veut dire 5 millions de pixels. C'est-à-dire quand vous prenez une photo, vous allez trouver le nombre de pixels que vous avez dans cette image, vous allez avoir 5 millions de pixels. Alors maintenant, comment on enregistre les pixels? Parce qu'en fait, dans votre ordinateur, chaque pixel, c'est une couleur. Et une couleur, on va l'enregistrer, il faut la coder en binaire. Et généralement, quand vous allez coder une couleur en binaire, là, il y a ce qu'on appelle des modèles de représentation de la couleur. Et quand on parle des modèles de représentation de la couleur, pour les gens qui font de la peinture, généralement, ils savent très bien qu'il existe en fait de ce qu'on appelle deux synthèses de couleurs. Il y a ce qu'on appelle la synthèse additive, qui consiste à faire la somme des couleurs, et la synthèse soustractive, qui consiste à soustraire les couleurs. Alors, si vous affichez, quand vous affichez une photo dans un écran, c'est-à-dire un vidéoprojecteur, un écran d'ordinateur, un téléviseur, quand on affiche les photos à l'écran, on utilise un modèle de représentation de couleurs qu'on appelle le modèle RVB ou bien RGB. RVB en français. Ça veut dire quoi RVB? RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu. En anglais, RGB, ça veut dire red, green, blue. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est le modèle RGB ou bien RVB qui est utilisé pour l'affichage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les écrans d'affichage, vous avez généralement trois, si vous voulez voir un pixel. Si vous voulez vraiment voir un pixel, comment il est représenté, un pixel, vous voulez, c'est comme si vous prenez trois lampes, trois petites lampes. Si vous prenez par exemple une lampe en vert, à côté vous mettez une lampe en bleu, et à côté vous mettez une lampe par exemple en rouge. C'est quelque chose comme ça. Eh bien, si vous prenez par exemple, vous posez trois lampes, en fonction de l'intensité, de chaque couleur, qu'est-ce que vous allez voir? Quand vous allez voir de loin, vous n'allez pas voir les trois lumières, mais vous allez voir un seul point. Et si vous regardez ce point-là, ce que vous voyez aux yeux, vous ne voyez pas les trois sources de lumière. Vous voyez tout simplement, c'est l'association des trois, n'est-ce pas? Et la couleur que vous allez voir là, c'est tout simplement l'addition des trois couleurs. Alors par exemple, si vous avez un vert à une intensité de 50%, un bleu avec une intensité de 90% et un rouge avec une intensité de 100%, vous allez voir l'addition des couleurs. Donc ce qui fait que quand on affiche les couleurs à l'écran, on utilise ce qu'on appelle la synthèse additive. La synthèse additive, elle est basée sur la lumière. Okay? Donc ce qui fait que quand on représente une couleur, un pixel, quand on représente un pixel en binaire, on le représente avec un nombre. Un nombre qui se compose des trois couleurs. Par exemple, vous voulez représenter par exemple une couleur C. Alors une couleur C, généralement, d'ailleurs, vous voyez en HTML, quand vous allez représenter une couleur, vous mettez dièse. Bon, dièse, c'est juste pour dire que la valeur, elle est en hexadécimal. D'accord? Alors, il faut juste savoir que l'intensité de chaque couleur, par exemple le vert, l'intensité du vert, il varie de 0 jusqu'à, le maximum c'est 255. Le rouge, il varie de 0 jusqu'à 255. Et le bleu, la même chose. Le bleu, de 0 jusqu'à 255. Donc ça veut dire que si je veux représenter une couleur, par exemple, si vous mettez par exemple, déjà en hexadécimal 0, ça veut dire que ça s'écrit comme ça, 0, double 0. Et 255, c'est FF.
Vous savez, c'est la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16. Donc, c'est juste une représentation. Donc, ça veut dire que si vous prenez par exemple une couleur C dans laquelle vous voyez 0, 0, 0, 0, FF. Alors, ces deux premiers zéros, c'est quoi? C'est le rouge. Ces deuxièmes deux zéros, c'est quoi? C'est le vert. Et ça, c'est le RGB. C'est le bleu. Donc, vous voyez donc cette couleur-là, quand vous voyez 0, 0, 0, 0, FF, c'est quoi? C'est un bleu pur. C'est-à-dire 100% bleu. Alors, si vous voyez par exemple une couleur 55, 11, 28, alors 55 c'est quoi? C'est l'intensité du rouge, 11 c'est l'intensité du bleu, et 28 c'est l'intensité de, plutôt pardon, rouge, vert, bleu. Ça c'est le green, et 28 c'est le bleu. Et bien c'est comme ça qu'on représente les couleurs. Et si vous voulez voir qu'un pixel, quand vous représentez un pixel en mode RGB, eh bien il occupe combien d'octets en mémoire? Chaque pixel, c'est une couleur. Et chaque couleur, elle est codée sur combien de bits? Chaque couleur est codée sur 8 bits. Ça veut dire quoi une couleur est codée sur 8 bits? La couleur est codée sur 8 bits, ça veut dire que la valeur de la couleur, elle peut varier de 0 jusqu'à 2 puissance 8. Alors c'est quoi 2 puissance 8? Il y a 256, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a combien de couleurs qu'on peut coder? Quand vous dites, je vais coder une couleur sur 8 bits, ça veut dire que combien de couleurs que je peux coder sur 8 bits? C'est 2 puissance 8. Et quand vous dites 2 puissance 8, c'est-à-dire c'est 256. Et donc, comme on va commencer de 0, on commence de 0, on va aller jusqu'à 255. C'est-à-dire, la valeur peut varier, la valeur d'une couleur, elle peut varier de 0 jusqu'à 255. Et ça, c'est quoi tout simplement 8 bits? C'est un octet. Donc, ça veut dire que si vous codez une image en mode RGB, et chaque couleur, c'est un octet. Donc, ça veut dire que finalement, chaque pixel va occuper combien d'octets? 3 octets. Vous voyez, donc ça, c'est un octet. C'est le rouge, il occupe un octet. La capacité, le rouge, plutôt le vert, c'est un octet. Et le bleu, c'est un octet. Donc, c'est-à-dire quand vous avez une image JPEG, par exemple, une image JPEG, ou bien une image BMP, c'est des images bitmap. Vous comptez le nombre de pixels, si vous voulez savoir combien ça occupe en mémoire, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez une image de 1 mégapixel. 1 mégapixel, si vous voulez voir en mémoire combien d'octets ça va occuper, c'est combien? Chaque pixel, c'est combien d'octets? 3 octets, c'est-à-dire 3 millions d'octets. N'est-ce pas? C'est 3 millions d'octets. Alors, bien sûr, c'est l'image non compressée. Parce qu'en fait, quand il est non compressé, mais pour réduire la taille de l'image, il y a des algorithmes de compression qui permettent de réduire la taille de l'image. Par exemple, JPEG, c'est un format compressé, c'est-à-dire qui permet de compresser l'image pour ne pas prendre beaucoup d'espace. Alors déjà, vous allez faire une remarque. Donc, je ne vais pas rentrer encore plus de détails là-dessus. Vous allez juste faire une remarque, c'est que les images bitmap, ils sont définis par des pixels. Et que la caractéristique des images bitmap, c'est d'abord qu'ils prennent beaucoup d'espace mémoire. Si vous dites 5 mégapixels, ça veut dire c'est 5 millions de pixels. Chaque pixel, c'est combien d'octets? 3 octets. Ça prend de l'espace mémoire. Les images bitmap, ça prend beaucoup d'espace mémoire. N'est-ce pas? C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'une image bitmap, quand vous l'agrandissez, quand vous faites un zoom sur des images bitmap, eh bien la résolution diminue.
C'est-à-dire quand vous faites un zoom sur l'image bitmap, la résolution diminue et que vous zoomez, à un moment donné, vous allez commencer à voir la qualité de l'image va se perdre. C'est-à-dire vous allez avoir une mauvaise qualité de l'image, les pixels deviennent des carrés et vous commencez à voir ce qu'on appelle les défauts de pixelisation. C'est-à-dire quand vous zoomez, d'ailleurs vous le faites dans n'importe quel outil, vous commencez à zoomer sur une image bitmap, vous zoomez, à un moment donné vous allez voir que votre image commence à devenir c'est-à-dire les pixels deviennent des carrés et on commence à perdre la qualité, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir une image, si vous voulez zoomer beaucoup de fois sur l'image sans perdre la qualité, eh bien, il faut avoir une image à haute résolution. Donc si vous avez une image par exemple avec 20 mégapixels, ça veut dire vous pouvez l'afficher, vous pouvez l'imprimer avec une grande dimension sans perdre la qualité. Donc c'est-à-dire tout simplement les gens qui font de la publicité, par exemple, quand ils vont par exemple, je sais pas, ils vont imprimer une grande affiche, par exemple, et on sait très bien une grande affiche, c'est des grandes dimensions. On veut mettre une image, une photo, et ils savent très bien que pour pouvoir imprimer une photo, une photo à une grande taille, avec une qualité qui est très bonne, ben, il faut prendre la photo avec une haute résolution, une très haute résolution. Avoir un appareil photo qui est capable de prendre la photo, par exemple, je sais pas, à 80 mégapixels ou combien. C'est-à-dire, plus vous avez beaucoup de pixels, plus l'image devient trop lourde. Mais l'image, vous pouvez zoomer, vous pouvez l'agrandir sans toutefois perdre la qualité. Donc voilà. Donc les gens qui font de l'impression, généralement, quand on fait de l'impression, parce que tout ça, je vous ai parlé de RVB. RVB, c'est la synthèse additive. Ok? Mais quand vous imprimez une photo, alors on n'utilise pas la synthèse additive, on utilise ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Donc les gens qui font de la peinture, ils vont mélanger, en mélangeant des couleurs, vous allez obtenir d'autres couleurs. Alors ça, théoriquement, c'est pas de la synthèse additive, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Vous ne faites pas l'addition des couleurs, mais vous faites la soustraction des couleurs. Bon, ça c'est de la théorie. Alors, maintenant, si vous voulez représenter la couleur, c'est-à-dire si vous voulez imprimer une photo, ben, on ne va pas utiliser le modèle RVB, on utilise un modèle qui est CMJN. Alors, le C, ça veut dire quoi? C'est le sillon. Le sillon, c'est un bleu ciel. Le M, c'est ce qu'on appelle le magenta. Le magenta, c'est un rouge rose, entre le rouge et le rose. Et le J, c'est quoi? C'est le jaune. Et le N, c'est le noir. Ça, c'est le modèle CMJN. D'ailleurs, si vous regardez votre imprimante, si vous avez une imprimante, vous avez deux cartouches. Vous avez la cartouche couleur et la cartouche noire. Si vous regardez la cartouche couleur, vous allez trouver trois couleurs. Il y a trois peintures, trois couleurs. Il y a le sillon, le bleu ciel. Vous allez trouver une boîte qui contient que le magenta. Et vous allez trouver une couleur, une boîte de peinture qui contient que le jaune. Et avec le sillon, le magenta, le jaune, on peut obtenir toutes les autres couleurs. C'est ça la base de... Mais sauf que quand vous mélangez le sillon, le magenta, le jaune, vous pouvez aussi obtenir le noir. Mais le noir qu'on obtient avec le sillon, le magenta, le jaune, c'est un noir qui n'est pas pur, n'est-ce pas? Alors pour ne pas perdre beaucoup de composantes, mélanger les couleurs pour obtenir le noir, eh ben on va utiliser carrément le noir, c'est pareil. C'est-à-dire quand je veux utiliser que du noir, j'utilise que la couleur noire. Mais si je veux utiliser les autres couleurs, je vais essayer d'utiliser les trois autres couleurs.
Donc ça veut dire que quand on veut imprimer une couleur, bah, on utilise le modèle CMJN. Alors les gens qui font de l'imprimerie, vous savez comment on imprime les affiches publicitaires? Alors dans l'imprimerie, ce qu'on fait, c'est que vous faites une affiche. Par exemple, vous la concevez avec un logiciel comme Photoshop ou Illustrator, etc. Et quand vous allez imprimer beaucoup d'exemplaires, parce que quand vous allez imprimer beaucoup d'exemplaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à partir de votre photo, vous allez imprimer 4 transparents. Vous allez imprimer combien de transparents? 4. Il y a un transparent, le transparent, qui contient que l'intensité du sillon. Il y a un transparent qui contient que l'intensité des pixels en magenta. Il y a un transparent qui contient que l'intensité des pixels en jaune. Et un autre transparent qui contient que l'intensité des pixels en noir. Donc quand vous allez vers l'imprimeur, vous n'allez pas lui donner un fichier. Ben, l'imprimeur qui a des machines, vous lui donnez les 4 transparents. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le premier transparent dans la machine. Et après, il va charger la couleur sillon. Il va mettre que la couleur sillon, n'est-ce pas? Et après, il va vous imprimer les 20 000 exemplaires en série dans lequel il va mettre que le sillon. Et quand vous regardez le premier passage de votre affiche, vous allez voir que la couleur sillon. Et après, on va encore prendre donc ce qui est imprimé. On va encore charger quelle couleur? Le magenta. Et on va refaire passer tout ça en magenta. Et ensuite, on va refaire passer l'impression en jaune. Et ensuite, on va passer en noir. Et à la fin, vous allez obtenir la fiche. C'est-à-dire, quand on fait de l'impression industrielle, quand on veut faire des grands nombres, on fait pas... c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, c'est comme ça que généralement on faisait pour imprimer des grandes séries, c'est-à-dire pour faire les affiches. Donc, bon, forcément, les gens qui font de l'infographie design, ils connaissent très bien ça. Donc, quand on regarde l'image à l'écran, on raisonne sur RGB. Mais quand on imprime, on raisonne sur quel modèle? CMJN. C'est clair? Alors ça, c'est pas de SVG, c'est pas de XML, n'est-ce pas? C'est juste de la culture générale. Alors maintenant, comme je disais, donc les images bitmap, si vous voulez créer des images, traiter des images bitmap, il y a des logiciels que vous utilisez, comme le plus populaire, c'est Photoshop. Photoshop. Donc quand vous utilisez Photoshop, ben, c'est que vous êtes en train de traiter les images bitmap. C'est-à-dire Photoshop, comment il raisonne? Il raisonne une image, c'est un ensemble de pixels. Quand vous faites les filtres, etc., il raisonne toujours sur l'image bitmap. Alors ça, c'est la première catégorie des images. Alors, quand vous créez un site web, une application web, vous mettez parfois des images bitmap, des photos. Et quand vous voulez mettre une photo dans un site, il faut faire attention. Vous ne fermez pas vos yeux. Vous regardez la photo. Il a quelle résolution? Il y a combien de pixels? Et vous posez la question, est-ce que réellement j'ai besoin d'avoir, par exemple, une photo de 1 mégapixel dans mon site? Non. Parce que l'erreur que vous faites parfois, vous prenez une photo de 5 mégapixels et vous allez la réduire sa taille et vous la mettez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est que vous êtes en train d'utiliser un fichier qui est trop lourd en mémoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans votre site, ça pèse beaucoup en mémoire. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de 8 mégapixels. Bah, si vous prenez votre photo, vous allez faire un resize, vous réduisez le nombre de pixels et vous la mettez dans votre site. Vous mettez par exemple que des photos de 640 x 480 ou bien 1024 x etc. Donc, il faut mettre des résolutions qui sont bien adaptées. Alors, c'est la même chose pour les applications mobiles. Quand on met des photos, il faut connaître la notion. Dès que vous regardez une image bitmap, il faut se poser la question, j'ai combien de pixels? Alors, le plus important, quand on affiche, c'est le nombre de pixels.
en largeur et en hauteur. Alors maintenant, les images bitmap, comme je disais, ils ont deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est ils sont lourds parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de pixels. Ça pèse beaucoup d'octets en mémoire. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? La perte de la résolution lorsqu'on Voilà. zoome. Quand on zoome, on perd la qualité. Voilà. Donc, c'est la chose qu'il faut retenir. Alors maintenant, il y a une deuxième catégorie d'images. Au lieu des images bitmap, c'est ce qu'on appelle les images vectorielles. Alors, les images vectorielles ne sont pas définies par des pixels. Alors, les images vectorielles sont définies par des fonctions graphiques. Je vous donne un exemple. Supposons, je vais créer une image dans laquelle j'ai un dessin, j'ai un cercle, j'ai un rectangle, j'ai une courbe comme ça, je ne sais pas, j'ai une petite voiture, je ne sais pas, comme ça. Eh bien, si vous voulez enregistrer ce dessin, vous avez deux façons pour l'enregistrer. Si vous l'enregistrez en format bitmap, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer tous les pixels de l'image, comme ça. Parce que pour vous, c'est des pixels. Même si c'est du blanc, c'est un pixel. Mais si vous voulez l'enregistrer en format vectoriel, je ne vais pas enregistrer les pixels. Je vais enregistrer que les fonctions graphiques qui permettent de dessiner l'image. Par exemple, ici, je vais dire dans cette image, il y a un cercle de centre, par exemple 10 avec un rayon 50. C'est ce cercle-là. Donc vous voyez, donc, au lieu d'enregistrer tous les pixels du cercle, je vais juste enregistrer qu'il s'agit d'un cercle avec des coordonnées du centre. Le centre, c'est ça, c'est ce point, avec un rayon de 50. Ici, j'ai un rectangle. Eh bien, je vais encore enregistrer comme quoi j'ai également un rectangle, etc., de coordonnées telles. Donc, au lieu d'enregistrer tous les pixels de l'image, je ne vais enregistrer que les fonctions graphiques qui permettent de dessiner l'image. Et donc, si j'enregistre une image avec les fonctions graphiques qui permettent de dessiner l'image, c'est ce qu'on appelle une image vectorielle. Et la particularité des images vectorielles, c'est quoi? C'est d'abord, ça prend beaucoup moins d'espace. Vous pouvez avoir des dessins qui sont extraordinaires. Au format vectoriel, vous allez voir, c'est quelques octets. Avec quelques octets, je peux avoir une image vectorielle qui représente des dessins qui sont très impressionnants, à dire la première des choses. La deuxième caractéristique des images vectorielles, c'est que je peux zoomer jusqu'à l'infini. Je ne vais jamais perdre la qualité, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement parce que quand je zoome, je redessine l'image, parce que quand je vais zoomer, j'ai les fonctions qui permettent de redessiner l'image. Donc, ce qui fait, je ne vais jamais perdre la qualité. Alors, pour les gens qui font de l'infographie design, ils savent très bien qu'il y a deux outils de Adobe. Il y a Photoshop qui est utilisé pour traiter les images bitmap. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Illustrator. Alors, Illustrator, c'est un logiciel qui est dédié pour les images vectorielles. Donc, avec Illustrator, on peut dessiner, mettre un très beau texte, des dessins, des logos. Par exemple, si vous voulez créer un logo d'une entreprise, est-ce que vous allez le dessiner en tant qu'image bitmap ou bien vectorielle? Vectorielle. Parce qu'un logo, c'est généralement des petites couleurs, des dessins. Et en même temps, un logo, on a besoin de l'agrandir à chaque fois, ça dépend. On veut l'afficher en grande taille, en petite taille. Donc, on a intérêt à que ce soit un vectoriel. Donc, ce qui fait que, en fait, il y a un logiciel, il y a des logiciels qui sont dédiés pour les images vectorielles. Donc, quand vous utilisez Illustrator, pour lui, tout ce qu'il dessine, c'est des entités. J'ai un cercle, j'ai un rectangle, j'ai une courbe, j'ai des fonctions qui permettent de traiter les images vectorielles. Est-ce que vous voyez la différence entre les images bitmap et les images vectorielles? Alors, je répète bien, ça c'est de la culture générale.
C'est pas quelque chose qui concerne quelqu'un, même qui fait quelqu'un qui fait de l'informatique doit manipuler les images. Et quand on manipule les images, il faut savoir qu'il existe deux types d'images. Les images bitmap et les images vectorielles. Alors, maintenant, ça, c'est pas nouveau. C'est peu depuis assez longtemps. Les gens qui travaillent avec les images connaissent très bien ça. Alors maintenant, au niveau du web. Alors, depuis que le web a apparu, on commençait à créer des sites web et que dans les sites web, on mettait des images bitmap. C'est-à-dire, il n'y avait pas de... Dans un site, même si vous avez un logo, qui est une image vectorielle, quand vous allez le mettre dans une page HTML, il faut le transformer en image bitmap. C'est-à-dire, ça doit être soit un JPEG, soit un PNG, ou bien il y avait un format très ancien qui n'est plus utilisé, c'est le format GIF. Le format GIF. Et donc, dans les pages web, à l'époque, ça fait longtemps, le seul moyen de créer des animations, le seul moyen qui permet d'intégrer des animations, un logo animé par exemple, qui bouge et qui fait des choses comme ça, qui danse, vous voulez, le seul moyen pour créer des animations dans les pages web, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des GIFs animés. GIF. Donc, on a les GIFs animés. Les GIFs animés, c'est tout simplement c'est une animation dans laquelle on met un ensemble d'images au format. Vous avez un ensemble d'images qui vont défiler l'une après l'autre. Donc, on voit des animations, c'est vraiment pas extraordinaire. Vous voyez juste une image après une autre image, etc. C'est ce qu'on appelle les GIFs animés. Mais à partir de, je pense, si je ne me trompe pas, 1995, il y avait le premier outil qui avait été introduit, qui a été créé par une entreprise qui s'appelait Macromedia. Alors en fait, Macromedia, c'est une entreprise très connue à l'époque dans le domaine du multimédia. C'est eux qui ont développé des outils Director qu'on utilisait à l'époque pour développer des CD-ROM multimédia. Et en 1995, il a créé un outil qui s'appelle Flash. Flash. Et c'est important pour notre sujet maintenant. Donc Flash, c'était le premier outil qu'on peut utiliser pour créer des animations vectorielles qu'on peut insérer dans les pages web. Donc, avec Flash, on peut créer des animations extraordinaires. C'est des animations vectorielles. D'abord, c'est des animations, c'est-à-dire on voit vraiment des animations qui sont très intéressantes. Ils sont vectoriels. Ça veut dire que ça ne prend pas beaucoup d'espace. Parce que les GIFs animés, c'est quoi? C'est des bitmaps. Ça veut dire que ça prend beaucoup d'espace. C'est de mauvaise qualité d'ailleurs. Donc Flash, c'est de la bonne qualité, c'est vectoriel, ça prend moins d'espace, mais en même temps, on peut zoomer. Vous voyez, donc le vectoriel, ça veut dire que vous pouvez zoomer, mais vous n'allez pas perdre la qualité. Donc ce qui fait que les années 2000, c'était l'époque, les gens qui veulent vraiment impressionner, créer des sites qui sont impressionnants, ils utilisaient beaucoup Flash. Bon, tout le monde utilisait Flash, c'était l'outil principal. Alors bien sûr, Macromedia a été racheté, il n'existe plus parce qu'il a été racheté par Adobe. Par la suite, donc c'est-à-dire c'est bon, Adobe, vous le connaissez maintenant parce que c'est eux qui développent Photoshop, Illustrator et tout ce qui va avec. PDF, PDF, c'est la révolution de l'époque qui continue, c'est Adobe. Donc Flash était devenu un outil qui permet de créer des animations vectorielles dans les sites. Et pour créer, quand vous créez une page HTML, ben dans une page HTML, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des images,
mais également vous pouvez mettre quelque part ici une place pour une animation flash qui permet de présenter donc des animations vectorielles. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Alors, sauf qu'avec le temps, on a trouvé que Flash, il a un inconvénient majeur. Alors, l'inconvénient majeur de Flash, c'est que le contenu c'est-à-dire le texte que vous mettez dans une animation Flash, tout ce que vous mettez à l'intérieur d'une animation Flash, ne peut pas être indexé dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche comme Google, quand il va consulter votre site, parce que comment Google va indexer les sites? Ben, il va vers le contenu, il prend le texte, il va l'indexer chez lui. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui fait la recherche, votre site, il commence à apparaître. Eh bien, quand vous prenez un moteur de recherche comme Google, quand il va vers un site où il trouve une animation Flash, eh bien, Google n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une animation Flash. Parce qu'une animation Flash, c'est un fichier qui est fermé. On ne peut pas de l'extérieur lire le texte, donc on ne peut pas indexer le contenu. Donc ça veut dire que les entreprises qui utilisaient des animations Flash, ils étaient très pénalisés dans l'indexation au niveau du moteur de recherche. C'est-à-dire quand vous cherchez des sites via Google, les sites qui n'apparaissent pas la recherche, c'est les sites qui utilisent Flash. Pourquoi? Tout simplement parce que Flash, c'est vrai, il est impressionnant, mais il a ignoré quelque chose de très important, c'est l'indexation dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire le contenu de Flash n'est pas transparent. On ne peut pas de l'extérieur lire avec une application le texte et savoir quel contenu qu'il y a à l'intérieur d'une animation Flash. Et c'est le début de la mort de Flash, parce que Flash n'existe plus maintenant, il n'est plus utilisé. C'est à cause de ce problème. Et bien, tout simplement, il fallait chercher une autre solution qui permet de créer des animations vectorielles, comme on le faisait avec Flash, mais avec un contenu qui est transparent, qui est indexable au niveau du moteur de recherche. Et bien, cette technologie, c'est tout simplement SVG. Alors, SVG, donc c'est une technologie qui a été créée à base de la technologie XML. XML s'est développé. Parmi les premières applications de XML, c'est SVG, qui est utilisé c'est pour créer des animations vectorielles interactives. Ça veut dire quoi interactive? Ça veut dire que je peux cliquer sur un bouton pour démarrer une animation. Vous voyez, c'est ce qu'on faisait avec Flash à l'époque. Et en même temps, c'est des animations vectorielles. Ça veut dire qu'on peut zoomer sans perdre la qualité. Et donc SVG, si vous regardez par exemple, je ne sais pas si vous cherchez FluWeb, vous cherchez par exemple exemple d'animation SVG. Regardez par exemple, voilà, ici, je clique ici, regardez. Ça c'est du SVG. C'est une animation vectorielle. Alors, si après, quand vous allez zoomer, vous n'allez pas perdre la qualité. Ça, c'est du SVG. Ça, c'est SVG. 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 Ça, c'est du SVG. Ça, c'est du SVG. Voyez. Ah. SVG. C'est SVG. Vous voyez ces petits oiseaux comme ça? C'est du SVG. Ça, c'est du SVG. Mais si je vous dis ça, c'est du XML, vous allez dire, mais c'est du XML. Parce que un document SVG, c'est un document XML. Bon, bref, vous allez chercher FluWeb, vous allez trouver par exemple, ça c'est des animations SVG. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, c'est quand vous allez zoomer sur votre vos contenus. Ça, c'est des logos animés SVG. Alors, ça,
Bon, c'est juste, c'est un hasard que je tombe dans ce site-là, mais vous allez trouver des milliers de sites. Alors en tout cas, notre cours aujourd'hui, ça va être ça. C'est comment est-ce qu'on peut créer des documents SVG, comment on les intègre dans des pages HTML. Et c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Donc j'ai fait une introduction qui est relativement trop longue, mais c'est de la culture générale. Et c'est bien de... Voilà. Alors, donc pour la même chose, donc vous avez, tout à l'heure, je vais revenir sur les slides pour vous montrer comment créer les documents SVG, il y a comment dessiner, comment faire tout ça. Bon, tout ça, c'est des slides, mais tout ça, je vais vous le montrer à travers une démonstration. Alors, si vous voulez créer un document SVG, alors je vais utiliser Oxygen toujours, comme IDE. Eh bien, je vais créer un document directement, New File. Alors, si vous cherchez, vous allez trouver SVG. SVG, si vous allez vers les nouveaux documents, vous cherchez là, vous allez trouver SVG. Alors, si vous le trouvez, vous trouvez des modèles globaux. Alors, ça, c'est pas ça. Si vous ne le trouvez pas là, vous allez trouver Framework. Voilà, sur Framework, elle est là. Si vous ne trouvez pas, vous allez trouver ici. Je vais prendre la version 1.1. Comme ça. Créer. Voilà. Alors, un document SVG, c'est un document XML. Alors, voyez donc, ça, un document SVG, donc voilà le prologue. Et regardez, le format SVG, il est déclaré dans une DTD. Il est là. C'est-à-dire les gens qui ont créé SVG, ben, tout simplement, ils ont créé une DTD dans laquelle ils ont déclaré la structure d'un document SVG. Moi, je vais l'utiliser comme application. Et donc, la racine d'un document SVG, c'est SVG. Alors, je vais supprimer ça. Alors, il y a des namespaces qu'on va utiliser, SVG. Si vous voulez spécifier donc la dimension de la hauteur, la largeur de votre document SVG, vous mettez soit en pixels, soit en pourcentage. Par exemple, la largeur, c'est 100%, la hauteur, c'est 100%. Alors maintenant, à l'intérieur du document SVG, on va dessiner quoi? Alors, les entités graphiques. Par exemple, je vais dessiner un rectangle. Donc, je vais chercher un élément qui s'appelle rect. Rect, c'est un rectangle. Et donc, quand je mets un rectangle, je vais spécifier la largeur, par exemple 200. La hauteur, c'est 100. Et puis, vous avez le point de positionnement. Je vais le positionner sur le point X, par exemple, égal à 100. Et Y égale à 100. Alors, voilà donc 100. Si vous prenez votre écran, le coin haut gauche, c'est 0, n'est-ce pas? Donc 100, 100, ça veut dire je vais avancer 100 comme ça, je descends 100 comme ça et je dessine mon rectangle. Et puis si vous voulez représenter les couleurs, il faut savoir dans les images vectorielles, quand vous dessinez, il y a deux éléments dans une entité géométrique. Il y a le contour. Le contour, c'est le trait qui entoure c'est-à-dire l'entité. Et après, il y a le remplissage. Donc, ici, si vous voulez, tous les attributs qui concernent le contour commencent par stroke. Par exemple, si vous mettez stroke, ça, c'est la couleur du contour. Par exemple, je vais mettre bleu. C'est-à-dire le contour du rectangle, ça va être le bleu. Alors, bien sûr, la couleur, vous pouvez mettre dièse, FF, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser des valeurs comme ça. Ou bien, vous pouvez mettre des couleurs comme bleu, par exemple. Et si vous mettez stroke width, c'est-à-dire l'épaisseur du contour, je vais mettre 2. Et pour mettre tout ce qui est le remplissage, on va utiliser l'attribut fill. Alors, fill, c'est-à-dire le remplissage. Par exemple, ici, je vais prendre par exemple l'orange. Alors, ça c'est un rectangle. Je vais enregistrer ce fichier-là.
et je vais le mettre dans un dossier SVG BDCC. Je vais l'appeler par exemple test1.svg. Alors ce fichier-là, ce document SVG, c'est un document XML. Vous voyez donc ici, j'ai un document .svg. Alors, c'est une image vectorielle. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il contient? C'est juste du XML. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec un navigateur. C'est-à-dire, je l'ouvre par exemple avec Chrome. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ici, donc, ici un rectangle. Avec le contour, c'est le bleu. Et le fond, c'est l'orange. Bon. Alors, bien sûr, ici, donc, si vous essayez de zoomer, je sais pas. Donc, ça, c'est du vectoriel. C'est-à-dire, ça ne prend pas beaucoup d'espace, mais en même temps, vous pouvez zoomer autant de fois sans perdre la qualité. Si c'était un rectangle format bitmap, vous zoomez un petit peu, vous allez commencer à voir les défauts de pixelisation. Alors, ce que je vais faire, je vais juste faire ça. J'ai Oxygène, je fais ça. Je vais placer ma fenêtre du navigateur juste à côté. Alors, avec le Mac, il y a cette possibilité de faire ça, mais avec le Windows, en tout cas. Donc, je fais tout simplement comme ça. Voilà, je devais diviser mon écran. Comme ça, on peut voir un peu les choses. Alors, j'ai ici Oxygène, j'ai mon navigateur ici. Donc, comme ça, je peux voir les éléments. Alors, je vais ajouter un cercle de rayon, par exemple 30, avec les coordonnées du centre. Cx égale, par exemple, je vais dessiner un cercle dans le centre et ce point-là. Alors pour cela, donc, je vais utiliser ce point-là, c'est quelle coordonnée? 100, 100. 100, CY égale à 100. Avec un remplissage fil égal, par exemple, green. Avec un stroke de black. Et avec un stroke width de 2, par exemple. J'enregistre, j'actualise. Donc je vois ici, donc je vois un rectangle et je vois le cercle. Alors quand vous avez dans fil, il y a un attribut sur lequel on peut jouer sur l'opacité. Alors si je fais par exemple fil opacité, alors si vous mettez 1, ça veut dire 100% opaque. Si vous mettez 0,5, c'est-à-dire c'est 50% de transparence. Actualiser. Vous voyez ici, donc je vois ce qui est derrière, n'est-ce pas? Parce que généralement, vous avez le cercle qui vient en premier plan par rapport au rectangle. Il cache le rectangle. Mais moi, je voudrais que ce soit comme ça. Alors, quand vous créez un rectangle, si vous voulez mettre les arrondis sur le rectangle, vous ajoutez un attribut qui est le Rx, le rayon X, par exemple 10, Ry, c'est 10. C'est comme si vous mettez là un cercle, un arrondi comme étant un cercle 10, 10. Normalement, l'arrondi, c'est une ellipse. Et vous savez qu'une ellipse, il a 2 rayons. Il y a un premier rayon et un deuxième rayon. C'est pour cela que vous avez ici Rx, Ry. Donc ici, c'est un cercle. Alors, actualiser. Donc, je vois ici, il y a les arrondis. Alors, je vais créer un texte. Mais c'est un texte vectoriel. Donc, je vais utiliser texte. Je vais mettre ici N7 BDCC, par exemple, comme ça.
Alors ce texte-là, je vais le mettre dans les coordonnées X. Supposons je vais le placer au centre ici. Ok. Alors donc je vais mettre X c'est quoi? Bon, ça c'est 100. N'est-ce pas? Et ça va être combien? Parce que la largeur c'est combien? C'est 200. C'est 100. C'est donc ici ça va être 200. Ou si je dis 100 Y pour avoir le centre, ça va être 150, n'est-ce pas? Donc je vais mettre 200 au Y égale 150. Actualiser. Alors je vois, il commence à partir de là, mais je voudrais qu'il soit centré, donc je vais réduire ici. Au lieu de 200, je vais retourner à gauche, par exemple, je vais mettre 150. Actualiser. Alors même le texte, vous pouvez le styler. Par exemple, je vais mettre font size. Alors c'est pas ici, c'est ici. Alors font size par exemple 30. Ça c'est la taille du texte. Alors je vais mettre 20. Et là je reviens un petit peu, je vais mettre 100. Comme ça c'est 100, 120. Bon, pour le moment, juste, je vous montre le principe, mais après. Alors, ici, la taille 25. Et la couleur, la même chose. Stroke. Parce que le texte, c'est pas un texte classique, c'est un texte vectoriel. Parce qu'après, vous allez voir, je peux écrire un texte qui tourne autour de ce cercle. C'est-à-dire, dans le vectoriel, on peut se permettre des effets artistiques qu'on ne peut pas avoir dans un texte classique. Il y a un petit souci? C'est quoi cet appel-là? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, aussi. Ok, c'est juste un appel téléphonique. Ouais. Voilà. Alors ici donc je vais utiliser stroke. La couleur par exemple c'est bleu. Je mets fill. Je mets par exemple le blanc. Fill tout court. C'est white. Vous voyez, ici on voit pas trop, mais je vois le contour, c'est du blanc. Vous voyez? Alors si je mets un peu bon, je vais mettre... je vais réduire la taille du texte parce que je n'ai pas envie de... Alors, je réduis le texte et je mets ici, par exemple, 40. Alors, je ne sais pas si vous voyez le... Après, vous changez la couleur du texte, etc. C'est pas un problème. Alors, ici, donc, je fais... donc, Y, je vais mettre 160. Et le X, je vais mettre 150, 140. Voilà. Alors, j'ai un texte. Donc, sur stroke 8, qu'est-ce que j'ai mis ici? Stroke. J'ai pas mis de stroke 8, donc je vais mettre par exemple stroke 8 égale à 2. Vous pouvez voir un peu le... Voilà. Alors, ici, donc, je vais garder 1. Voilà, alors ça c'est une entité. Donc ici, donc, je crée un document SVG de cette façon-là. C'est un fichier .svg. Mais il faut savoir que dans HTML, vous pouvez écrire du SVG. Et notre façon de faire, c'est de créer directement un fichier new HTML file. Je vais créer un document HTML. XHTML ou là. Alors, vous savez, XHTML, c'est HTML. XHTML5, c'est du HTML, mais qui respecte les règles de XML. Et bien, si vous regardez une page HTML comme ça, vous dites par exemple, le titre c'est SVG, et dans body,
Vous pouvez mettre par exemple le style H1. Par exemple, ça c'est le démon SVG. Ça c'est du texte, c'est du HTML classique. Et là, je vais mettre par exemple un document SVG. Donc j'écris directement SVG. Vous voyez donc. Et quand je fais SVG, je peux spécifier width. Par exemple, je peux mettre une largeur de 1000 pixels et en hauteur width height par exemple. Oui. Height 1000. OK. Et à l'intérieur, ben, je peux dessiner les rectangles, ce que je viens de faire tout à l'heure. Je fais copier-coller, CTRL-V. Alors, non, je ne veux pas SVG parce que c'est déjà fait. Je vais juste reprendre... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Je supprime maintenant SVG. Ouais, SVG, je le supprime. Et j'ai ici donc mon document. Alors ce fichier-là, vous lui donnez le nom, par exemple, test svg1.html. Bon, HTML ou la XHTML, peu importe. HTML. Et puis donc vous avez une page HTML que vous pouvez ouvrir avec le navigateur et vous allez avoir la même chose. Alors ici, vous voyez bien, c'est le fichier .xhtml. Donc ça veut dire que quand vous faites du HTML, à l'intérieur du HTML, vous pouvez utiliser du SVG. Et ça, c'est des animations vectorielles. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, donc ça, je peux continuer à dessiner des cercles, des rectangles. Alors maintenant, dans SVG, vous pouvez créer ce qu'on appelle, vous pouvez utiliser des outils de regroupement. Par exemple, parmi les outils, je vais utiliser un outil qui s'appelle G. Alors si vous mettez G, ça veut dire que ça devient un groupe, /G. Vous voyez donc G/G. Ça veut dire que tout ce logo-là, ça devient un groupe. Alors si vous mettez groupe, vous lui donnez un identifiant, ID égale logo. Jusque-là, ça ne change rien. Vous voyez, bon. Mais quand vous créez un groupe, vous savez, c'est comme si vous travaillez dans PowerPoint, vous prenez un ensemble d'entités, vous allez les grouper, n'est-ce pas? Et comme ça, si vous voulez, par exemple, instancier, si vous voulez dupliquer, vous pouvez dupliquer le groupe. Alors, parmi les autres groupes, il y a également symbole. Alors, sauf qu'à la différence de G, un symbole, c'est un groupe, mais qui est abstrait. Regardez, je ne vois plus rien. C'est-à-dire, vous avez un symbole créé, un logo, mais je ne le vois pas. Si vous voulez le voir, il faut l'instancier. Il faut faire copier-coller, si vous voulez. Alors, pour le faire, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser un élément qui s'appelle use. Alors, l'élément use utilise un namespace. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ce namespace-là, CTRL X, et je vais le mettre directement dans SVG. C'est ce qu'on appelle Xlink. Et comme ça, quand vous allez utiliser l'élément use, vous voulez instancier une entité qui s'appelle quoi? J'ai un symbole qui s'appelle logo. Donc je vais dire, je vais instancier le logo. Il faut mettre dièse, c'est une référence vers logo. Et je vais l'instancier dans un point de coordonnées x égale par exemple 0, y égale à 0. Si vous actualisez, là c'est une instance, n'est-ce pas? Ben, je vais créer une deuxième instance. Je vais la mettre dans... supposons je vais placer ça ici. Donc c'est-à-dire ça c'est 0, 0 par exemple ce point. Et celui-là ça va être quoi? C'est 0 plus 200. C'est-à-dire ce point-là ça va être combien? C'est 200. Et si je dis 100, c'est 100. Je vais mettre 200. Et là je vais mettre 100. Actualiser.
voyez ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je vois là? Je vois deux instances d'un symbole. Vous voyez, donc j'ai un symbole, c'est un logo, n'est-ce pas? Et là, j'ai représenté deux instances d'un symbole. Et quand je crée, j'utilise l'élément use, c'est pour instancier un symbole, je peux faire des choses, je peux le transformer, je peux faire une rotation, je peux faire une translation, je peux faire une échelle, etc. N'est-ce pas? Et parmi les choses que je peux faire une animation. Alors, entre use et slash use, par exemple, je vais lui dire animate transform. Alors, animate transform, je vais animer un attribut qui s'appelle transform. Et quand je crée une animation, j'ai besoin de préciser quel type d'animation. Le type, c'est une rotation. Supposons je voudrais qu'il tourne comme ça. Il tourne autour de ce point. C'est-à-dire, je voudrais que cette instance-là tourne autour de ce point. Ben, je vais faire quel type d'animation? C'est une rotation. La durée de l'animation, c'est 2 secondes. From. Donc, pour faire une rotation, il y a 3 paramètres. Le premier, c'est l'angle. L'angle de rotation, il commence de 0. Et le deuxième paramètre, c'est le centre de rotation, c'est-à-dire je voudrais faire une rotation par rapport à ce point. Je voudrais que ça tourne autour d'un point. Et ce point-là, c'est quelle coordonnée? Le point. C'est le coordonnée 200, 100. 200,100. Tout jusqu'à... Alors maintenant, qu'est-ce que je vais animer? Je vais animer que l'angle de rotation. L'angle, il commence de 0. Il va aller jusqu'à combien? 360. Vous savez, 360, ça veut dire un tour. 360 degrés, ça veut dire c'est un tour. Mais je ne change pas le centre. Je vais mettre toujours 200, 100. Mais vous pouvez également animer le centre. Alors, si vous actualisez, alors ici, a priori, on n'a pas le bon point parce qu'il faut compter qu'au départ, on a placé le rectangle sur un point de coordonnées combien? 200, 100. Donc, il faut ajouter 200. Ça va faire combien? Ça, c'est 300. Là, c'est 200, je pense. Ici, 300 et 200. Actualiser. Voilà. Alors, ici, donc... Alors, ça, il fait une animation. Mais je voudrais que cette animation-là soit répétée plusieurs fois. Et bien, j'utilise tout simplement repeat count. Alors, si vous mettez 5, 6, etc., mais je voudrais que ce soit répété indéfiniment. Pour cela, je vais utiliser indefinite. Indefinite, comme ça. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est du SVG, n'est-ce pas? Ben, c'est une animation vectorielle. Je vais zoomer. Bonjour. Vous voyez bien, est-ce que je perds la qualité? Non, c'est une animation vectorielle. Si vous regardez la taille de ce fichier-là, c'est quelques octets. Ce n'est pas du bitmap, c'est vraiment très, 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 très léger. N'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre... j'ai animé la rotation, mais en même temps, je voudrais animer ce qu'on appelle l'échelle. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter encore animate transform. Cette fois-ci, c'est toujours l'attribut transform que je vais animer. Sauf que cette fois-ci, je vais utiliser le type. Quel type? Alors, le type, tout à l'heure, j'ai utilisé la rotation. Vous voyez donc qu'il y a scale. Scale, c'est le zoom, la mise à l'échelle. Il y a également translate. Translate, c'est le déplacer vers un autre point. Et puis, il y a skew
x qy, c'est pour le déformer souvent x, le déformer souvent y. Mais ça, c'est les transformations géométriques qu'on peut faire généralement, de manière générale. Alors ici, donc, je vais utiliser scale. Alors, quand j'utilise scale, donc la durée, je vais mettre toujours 2 secondes. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé from to, c'est-à-dire je fais une animation de 0 jusqu'à 360. Cette fois-ci, je ne veux pas faire de from to, je peux utiliser values. Alors, ça veut dire quoi les valeurs? C'est que le scale, il va commencer de 1, c'est 100%, c'est la taille normale, point virgule. Et je voudrais qu'il descende jusqu'à 0. 0%, ça veut dire qu'il va disparaître, n'est-ce pas? Et ensuite, je voudrais qu'il remonte encore vers quoi? Vers 1. C'est-à-dire, je suis en train de faire une animation, je lui dis, la taille, voilà, je veux animer de même 100%, 0%, le 1%. Et je voudrais que ça soit répété, repeat count, de manière indéfinie. Alors, si je fais ça, vous allez voir quelque chose, regardez. Mais je ne vois plus la rotation, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je ne vois pas la rotation? Parce que quand vous avez 2 animations, il y a une qui remplace l'autre. Mais si vous voulez que les 2 animations soient jouées en même temps, il faudrait ajouter un attribut qui s'appelle additive. Et vous mettez, au lieu de replay, c'est sum. C'est-à-dire, vous lui dites, je voudrais faire les 2 animations vont se faire en même temps. Actualiser. Bah, vous voyez des choses comme ça. Voilà. Alors, quand vous voyez ça, vous voyez des animations vectorielles, etc., n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est quoi ça? C'est du XML. Vous voyez? Il n'y a qu'un document, il y a les racines, les attributs, il faut juste connaître les attributs, après ça passe. Alors maintenant, si vous voulez dessiner des animations vectorielles comme ça, si vous êtes un connaisseur de SVG, vous pouvez commencer à taper ce code comme ça. Sinon, vous dites, je vais utiliser un outil comme Illustrator. Vous savez, avec Illustrator, vous dessinez, après vous dites exporter au format SVG. Et quand vous exportez au format SVG, vous allez obtenir un document SVG que vous pouvez insérer dans votre page HTML sans problème. Encore un outil qui s'appelle GoLive qui permet de créer des animations, et après vous les exportez au format SVG. C'est clair? Alors, maintenant, notre objectif, ce n'est pas vraiment de rester pour faire des animations, parce que si vous voulez faire des animations dessinées, donc vous avez dans le support, vous avez un peu on va dire, voilà la structure d'un document SVG. Voilà les entités que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez créer du texte, rect, circle, line, polyline, polygone, path. Donc ça, c'est les entités géométriques de base de SVG. Alors, pour les attributs, j'en ai déjà parlé. Tout ce qui concerne le contour, les attributs, c'est stroke. Tout ce qui est remplissage, c'est fill. Alors, par exemple, ici, vous avez fill, stroke, stroke width. Alors, vous avez les rectangles. Ça, on a déjà vu. Vous avez comment créer un cercle. Ça, c'est un cercle. Et ça, c'est une ellipse. Donc, la différence entre le cercle et l'ellipse, c'est quoi? C'est que le cercle, il a un rayon. Et une ellipse, il a 2 rayons, Rx et Ry. Line. Alors, pour créer une ligne, c'est x1, y1, x2, y2. Et polyline. Alors, polyline, c'est quand vous avez plusieurs lignes comme ça. Vous utilisez polyline. Voilà le premier point. Voilà le deuxième point, le troisième point, le quatrième point. Et ça permet de faire ce qu'on appelle un polyline. Ou bien vous créez un polygone.
Un polygone, ça s'écrit polygone avec des points. Voilà le premier point, le deuxième point, le troisième point, etc. La seule différence c'est que entre polyline et polygone, c'est que polygone c'est fermé. Alors bien sûr, c'est très difficile de se débrouiller pour avoir ces coordonnées, mais quand vous utilisez un outil de dessin, avec Illustrator, vous dessinez un polygone, mais quand vous l'exportez en SVG, il va vous donner ça. Okay. Alors ensuite, il y a également un outil pour les gens qui travaillent avec Illustrator. Vous savez, il y a un outil qui s'appelle Plume, même avec Photoshop. La plume, il permet de dessiner des courbes un peu, ce qu'on appelle, c'est les courbes de Bézier, si vous voulez. C'est des courbes qui sont définies, qui permettent de dessiner des formes un peu arbitraires qui sont parfois impressionnantes. Alors, si vous voulez faire ça en SVG, on utilise Path. Alors, pour utiliser Path, vous avez ici un exemple ici. Je fais Path. Et dans Path, donc là, je ne vais pas rester trop parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. Ben, on utilise des lettres Move To. On va faire un Move To vers un point de coordonnées 400, 400. Et après, je vais faire L, Line To. Je vais dessiner une ligne vers le point 50, 50, ce point-là. Et ensuite, je vais utiliser une autre ligne vers ce point. L, Line, vers ce point-là. Sauf que cette fois-ci, j'utilise 50, comme ça, et moins 50, c'est-à-dire je remonte. Et après, H, c'est horizontal. Je crée une ligne horizontale de taille 60. Et ensuite, je crée une ligne verticale. Si vous voyez donc V, 60. Et puis, je vais utiliser un arc, c'est A, avec les coordonnées. Bon, ça, et après, je ferme la courbe. Pour fermer, on utilise Z. Donc, ça, c'est un élément Path. Alors, la même chose, avec Illustrator, vous avez une plume qui vous permet de dessiner des formes. Vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez, mais quand vous dessinez ça, ça devient un élément Path. Texte. Vous pouvez créer un texte comme ça, normal, comme j'ai fait tout à l'heure, comme vous pouvez écrire un texte sur une forme. Par exemple, ça c'est un texte normal. Et ça c'est un texte. Vous voyez donc ce texte-là. Je vais l'écrire sur un texte Path. Et quand j'écris texte Path, je fais tout simplement href vers un chemin. Et c'est quoi ce chemin-là? C'est ce que j'ai fait ici. Regardez. Ce dessin-là, je lui ai donné ID, quoi, ID égale chemin. Ça veut dire j'écris le texte sur ce chemin-là. Bon, il n'y a pas de problème. J'écris mon texte et ça va tourner autour de ce dessin. Alors, symbole, j'en ai parlé pour grouper les éléments. Il y a l'élément SVG. G, c'est pour créer un groupe. Symbole, c'est pour créer un groupe qui est abstrait, c'est-à-dire qui ne s'affiche pas. Def, c'est pour donner une définition, c'est juste une description. Use, c'est pour créer une instance, on l'a utilisé. Title, c'est pour donner le titre d'un document SVG. Et description, c'est pour ajouter une description d'un document. Et l'un des avantages de SVG par rapport, rappelez-vous, j'ai parlé de Flash, n'est-ce pas? C'est que SVG, c'est du texte. Et comme c'est du texte, ça veut dire qu'il est indexable au niveau des moteurs de recherche. Et donc, vous avez des descriptions. Quand vous faites une bonne description, ça permet au moteur de recherche d'indexer comme il faut votre document SVG. Alors, vous avez des éléments, vous avez de l'animation. Alors, tout ça, vous avez le détail. Voilà comment faire des animations. Il y a l'élément Animate. Ça permet d'animer soit un attribut X ou bien un attribut Y, animer une couleur, animer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, quand vous dites j'anime un attribut, je peux spécifier la durée de l'animation. Par exemple, dans cet exemple-là, je fais une animation. Il n'y a que Y qui va changer, c'est-à-dire vertical. Et je voudrais que Y commence par 150, ensuite il va vers 140, ensuite il va descendre, il remonte. Et vous pouvez faire un peu des choses comme ça. Alors, il y a Animate Transform, j'en ai parlé. Voilà. Animate Color pour animer la couleur.
et les animations complexes. Alors ça, c'est l'exemple que je viens de vous faire, la démo. Et voilà ce qui nous intéresse pour, après la pause. Moi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait, travailler sur un document XML. On va essayer de travailler un document XML qui représente les données météo. Par exemple, ici, il y a l'élément météo, dans lequel on trouve plusieurs mesures. Alors, chaque mesure, il y a une date. Et dans chaque mesure, il y a des villes. Il y a Casa, la température. Rabat, température. Fès, température. Bon. J'ai plusieurs villes. Et puis, donc ce qu'on veut faire, c'est à peu près, on veut créer d'abord une DTD pour ce document. On va créer un schéma XML. C'est pour un petit peu rappeler comment créer les schémas XML. Et puis, on va créer le document XML valide, celui-là. Et puis, on va créer des feuilles de style XSL qui permettent de transformer ce document en HTML. Ça, on sait déjà le faire parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que cette fois-ci, on voudrait afficher ces données-là au format SVG. C'est-à-dire, je voudrais à la fin, c'est-à-dire quand je fais la transformation XSL, je voudrais obtenir par exemple un histogramme animé SVG qui permet de représenter les données. Parce qu'on sait déjà représenter les données au format HTML. Maintenant, on va essayer donc de représenter les données au format graphique SVG. Comment, à partir de XSL, on va générer du SVG. C'est à peu près ce qu'on va faire dans l'exemple d'application. Et vous allez voir, ça va nous permettre de récapituler la première partie de ce cours. C'est-à-dire en même temps, c'est quoi XML, comment créer une DTD, comment créer un schéma XML, comment créer des feuilles XSL qui transforment en HTML et comment créer des feuilles de style XSL qui transforment en format SVG. C'est clair? Parfait. Il est quelle heure? 11h05. Voilà. On a tenu parole. Donc, c'est le temps de prendre la pause. Donc, après la pause, on va faire cet exercice-là. Et ça va être sans doute une révision encore pour ceux qui viennent d'intégrer la formation. Voilà, à travers cet exercice-là, donc on va reprendre tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. D'accord, merci.